On va passer au gendre, puisque le successeur de Maurice Chevalier, c'est Paul Leroy-Beaulieu, qui a occupé la chaire d'économie politique pendant lui aussi très longtemps, pendant 36 ans. Vous voyez qu'à eux deux, entre le beau-père et le gendre, ils occupent la chaire pendant 76 ans. Ce qui était très courant au XIXe siècle, je vous le rappelle, c'était très courant parce qu'il n'y avait pas de retraite. Et donc, on mourait sur place. On mourait dans sa chair. On se faisait suppléer à partir d'un certain temps en renversant une partie de son traitement à son successeur, puisque c'était comme ça que c'était ainsi que les successeurs s'introduisaient dans le Collège de France, en suppléant pendant un certain nombre d'années, en remplaçant d'abord, on était remplaçant d'abord, puis suppléant, puis enfin on avait des chances d'être successeur. C'est ainsi que j'évoquais la chaire de physique mathématique. Elle a été tenue par deux professeurs pendant un siècle. Ils ont fait un siècle, à deux, qui est ce qu'on ne voit plus, malheureusement. D'abord parce qu'on n'est pas élu si jeune, et ensuite parce que, j'allais dire parce qu'on meurt plus jeune, non, c'est parce qu'on est mis à la retraite à un moment donné. Mais voilà, donc 76 ans à deux, c'est pas tellement exceptionnel, mais enfin c'est tout de même impressionnant. Donc Paul Leroy-Beaulieu, l'anti-Marx, libéralisme, étatisme et collectivisme à la fin du XIXe siècle, c'est Nicolas Delalande qui nous parle. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour votre invitation. Je remercie Pierre-Michel Menger et Antoine Compagnon de m'avoir convié à ce colloque, et Céline Surprenant pour l'ensemble de ses conseils et de son aide dans la préparation de cette intervention, notamment dans l'accès aux archives conservées par le Collège de France. Donc Paul Leroy-Beaulieu est effectivement officiellement élu à la chaire d'économie politique en 1880. Il avait été suppléant de Michel Chevalier à partir de 1879. Et dans la suite donc, de son beau-père, il restera en poste jusqu'au milieu de la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1916. Et donc ces 76 années familiales d'occupation de la chaire d'économie politique étaient peut-être banales pour l'époque, je ne suis pas tout à fait certain non plus, mais elles ont nécessairement eu un effet très fort sur la manière dont l'économie politique telle qu'elle était enseignée au Collège de France faisait place ou ne faisait pas place, ou quelle lecture elle offrait de la pensée de Marx, des socialismes et des courants, disons, critiques par rapport à l'économie orthodoxe ou à ce qu'on appelait l'école de Manchester anglaise à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc Paul Leroy-Beaulieu était une figure très connue de la bourgeoisie républicaine de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et on peut dire qu'il a consacré toute sa vie à ferrailler contre ce qu'il appelait les collectivistes. C'était pour lui la variante la plus dangereuse, la plus pernicieuse du socialisme, puisqu'il a consacré plusieurs enseignements à décrypter les périls qui guettaient donc la fin du XIXe siècle, l'étatisme, le socialisme, et ce qu'il appelait le collectivisme, c'est-à-dire une rencontre précisément entre les aspirations socialistes, qui ne sont pas forcément étatistes, et l'étatisme qui se développait à cette époque-là. Il a, dans ses enseignements, dans ses multiples ouvrages, construit donc un face-à-face entre la montée du collectivisme et la défense qu'il incarnait d'un libéralisme orthodoxe. Alors, les questions qu'on peut se poser sur le cas de Leroy-Beaulieu est de savoir d'abord comment il utilisait sa chaire au Collège de France, parce qu'on peut dire que son enseignement au Collège de France était une activité parmi d'autres. C'était un personnage qui était d'abord un dirigeant de presse, qui a fondé en 1873 l'Économiste français, qui se voulait un magazine, un journal
inspiré de The Economist anglais, le grand journal donc, de l'école de sensibilité libérale créée dans les années 1840. Il était aussi un acteur central à l'Académie des sciences morales et politiques, intervenant dans de très nombreuses sociétés savantes, hein, à la manière aussi de son beau-père, à la Société d'économie politique, par exemple, qu'il avait présidée. Et bien sûr, son enseignement nourrissait les ouvrages qu'il a publiés toute sa vie, ainsi que l'enseignement qu'il a délivré dès 1873 à l'École libre des sciences politiques, Antoine Compagnon le mentionnait, puisqu'il est parmi les fondateurs réunis autour d'Émile Boutmy lors de la création de cette école libre. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment la position occupée par le roi Beaulieu, ses positions vis-à-vis de Marx et des socialistes allemands plus généralement, a eu un effet sur l'ouverture ou la fermeture de l'économie politique, de la discipline et de la science économique en France dans ces quelques décennies où il a été actif. Il faut souligner ici qu'il a été élu très jeune, à 37 ans, donc ça explique la longévité aussi. Donc c'est le gendre qui succède au beau-père, et il est à l'époque effectivement à la fois déjà très connu par ses publications, ses brochures et les mémoires qu'il a rédigés, mais encore assez peu connu dans le champ de la discipline économique. Son rapport à Marx est bien sûr un rapport de rejet, de combat, il l'assume très nettement. Il est hanté par cette question du collectivisme, et donc Marx est une des figures repoussoires auxquelles il va consacrer plusieurs passages de ses livres et ses cours. Mais on peut dire qu'il y a aussi une sorte de fascination, et que la figure de Marx, le mode de pensée marxiste, pour lui est quelque chose qui est d'autant plus dangereux qu'il y a une forme de séduction. Il reconnaît à plusieurs reprises dans ses ouvrages qu'il y a une ingéniosité d'esprit chez Marx, que Marx est l'apôtre de ce nouvel évangile, mais que la critique de ses idées est nécessaire, fondamentale, mais il doit reconnaître en même temps à plusieurs reprises qu'il est l'adversaire le plus dangereux parce qu'il est le plus habile. Donc je développerai 3 points dans ma présentation. D'abord, revenir un peu sur le rôle de Paul Leroy-Beaulieu comme chef de file de l'école libérale et anticollectiviste. C'est ainsi qu'il est présenté très clairement dans les nécrologies qui lui sont consacrées en 1916, notamment par celle qui est prononcée par l'administrateur du Collège de France. Donc c'était bien un chef d'école, et plutôt un chef d'école opposé, disons, aux périls, ce qui était présenté comme les périls du temps. Deuxièmement, je réfléchirai à la manière dont il a utilisé sa chaire au Collège de France, et notamment la concevant comme le lieu, l'arène de la réfutation savante d'une version du marxisme. Et puis, je terminerai par un renversement, de dire que peut-être que le roi Beaulieu n'est pas tant un critique théorique du marxisme qu'une incarnation vivante de certaines des thèses du marxisme sur l'évolution du capitalisme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, notamment dans la manière dont il conçoit les liens entre capitalisme et expansion coloniale, ce qui est un des autres grands axes de sa pensée, puisque le livre le plus connu de Paul Leroy-Beaulieu, fin 19e, début 20e siècle, c'est son livre sur « De la colonisation chez les peuples modernes », qu'il a publié en 1874, et qui est celui qui a eu énormément d'influence, notamment au sein des milieux d'affaires et des milieux partisans d'une expansion de la colonisation. Donc d'abord, premier point, Paul Leroy-Beaulieu est très clairement identifié comme le chef de file de l'école libérale et anticollectiviste, et sa chaire au Collège de France lui donne bien sûr une position éminemment respectable, respectée, et qui le place au cœur de ce que il a été souvent présenté comme une sorte de lobby, la Société d'économie politique, qui défend coûte que coûte les principes du libéralisme manchestérien, avec des évolutions, bien sûr, des amendements, mais qui essaye de maintenir ses positions à la fin du XIXe siècle. Le roi Beaulieu est élu jeune parce qu'il est rapidement identifié comme une sorte de jeune prodige de la mouvance libérale dans les années 1860. Il publie sur des questions liées au taux d'intérêt, au crédit, aux finances, aux questions ouvrières aussi, auxquelles il s'intéresse très tôt, dans ce moment justement d'ouverture libérale des années 1860 sous le Second Empire. Il est issu d'une famille déjà établie. Son père a été maire de Lisieux, député du Calvados, sous-préfet également, et ses biographes mentionnent également une proximité entre sa famille et Guizot, donc il y a une filiation aussi personnelle avec la tradition libérale française du XIXe siècle. Il a mené de brillantes études, toujours mis en relation avec son frère aîné, Anatole Leroy-Beaulieu. Il y a une fratrie qui joue un rôle très important dans ce moment-là. Et il se fait connaître par les prix
qui gagne. Il répond à des appels à concours, rédige des mémoires, comme cela pouvait se faire dès le XVIIIe siècle. Et c'est ainsi qu'il est identifié, repéré, et très souvent ces articles ou ces mémoires sont publiés sous forme de livres, de brochures, mais aussi, bien sûr, dans les revues les plus établies de la mouvance libérale, la revue des Deux Mondes, le journal des débats, auquel il contribue très jeune, à part 23, 24, 25 ans. Ses premiers articles datent de cette époque-là. Deuxièmement, Paul Leroy-Beaulieu, pour expliquer sa carrière, il a fait un très bon mariage, puisqu'il épouse Cordélia, une des filles de Michel Chevalier, en mai 1870, à la toute fin du Second Empire, au moment d'ailleurs du plébiscite. Son mariage est un moment, un événement mondain, puisque y assiste notamment le ministre du Commerce, l'ambassadeur anglais, qui vient rendre bien sûr hommage à la filiation et des liens entre Michel Chevalier et Cobden, à travers le fameux traité signé en 1860, des députés, des sénateurs. Donc c'est un mariage qui le place bien sûr directement dans la bonne société du Second Empire. Et rapidement, le Second Empire va s'effondrer. Un des traumas de Leroy-Beaulieu, mais aussi de toute sa génération, c'est bien sûr la défaite et la Commune. Et on peut dire que ses premiers essais, la première fois qu'il va parler très directement de Marx, non pas comme théoricien, mais comme militant, c'est-à-dire comme membre de l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, c'est dans des articles qu'il écrit en 1871 pour essayer de comprendre ce qui se joue en Europe avant, pendant et après la Commune. Il héritera aussi du domaine de Montplaisir, dans l'Hérault, qu'il hérite de Michel Chevalier, qui sera pour lui son lieu de villégiature, là où il travaille, là où il écrit beaucoup de ses ouvrages, comme ça se faisait beaucoup à la fin du XXe siècle, au début du XXe siècle, en passant de longs mois d'été dans l'Hérault, où il essaiera aussi de s'implanter politiquement, j'y reviendrai, mais ce sera un échec. C'est ensuite un publiciste, fondamentalement. Je dirais qu'avant d'être un économiste, Paul Leroy-Beaulieu est d'abord un homme de plume, un homme de journalisme, et qui est un infatigable rédacteur d'articles, de comptes rendus, qui suit l'actualité industrielle, ouvrière, économique, financière, on va le voir, internationale également. Et à ce titre, c'est une bonne part de son énergie qui sera consacrée à cela tout au long de sa carrière jusqu'à ses derniers jours. Il mettait un point d'honneur à signer, c'est partie des articles qui a été publiés dans l'Économiste français, créé donc, sur l'inspiration de The Economist en 1873. On note d'ailleurs que dans les premiers numéros de l'Économiste français sont consacrés des articles au Capital de Marx, avec des débats qui sont organisés entre des représentants de l'école dite libérale autour des thèses de Marx, notamment parce que donc, la parution du premier volume du Capital date de 1867. Il y a aussi une actualité politique, comme je l'ai mentionné. On pourrait dire que tout était inscrit pour que Leroy-Beaulieu exerce une grande carrière politique, à l'image par exemple d'une figure, vous avez peut-être, vous connaissez moins, mais Léon C, qui était de la famille de Jean-Baptiste Say, c'est-à-dire de grands acteurs du système politique républicain, libéraux, qui pouvaient être ministres, sénateurs, et qui défendaient des idées très proches des siennes. Ce que mentionnent les nécrologies de Paul Leroy-Beaulieu, c'est qu'il a en partie raté son insertion, son ancrage politique. Il aurait été plusieurs fois candidat et toujours défait, et notamment alors même que le principe de la notabilité au XIXe siècle est de s'appuyer sur un soutien des réseaux, des sociabilités locales, il a échoué à se faire élire à l'Odève, dans l'Hérault, ce qui était le fief, entre guillemets, là où il s'était implanté. Donc ça peut aussi expliquer le fait que c'est quelque chose qui manque bizarrement dans la carrière de Leroy-Beaulieu, qu'on aurait très bien vu accéder à des positions, soit à la Chambre, soit au Sénat, pour être un éminent spécialiste des questions financières. Il occupera ce rôle, ce magistère, depuis le Collège de France, depuis l'Académie des sciences morales et politiques, mais pas directement dans l'arène politique ou administrative, même s'il gravite très nettement autour des figures qui jouent un rôle important. Il va se lancer dans la politique par d'autres moyens, par la chaire, par les écrits, par les ouvrages, mais aussi en intervenant dans des groupes, non pas des partis, mais des comités créés notamment pour essayer, à certains moments critiques, de mobiliser l'opinion éclairée contre les risques du socialisme ou du collectivisme. Il écrit et publie plusieurs brochures, notamment pour le compte du Comité de défense et de progrès social, qui avait été créé par son frère, Anatole Leroy-Beaulieu, dans lesquels il ferraille, là aussi, avec Jaurès, par exemple,
lors d'un débat célèbre sur la propriété agraire en 1896-1897, sur des questions liées aussi à l'étatisme et au fonctionnarisme. Donc plusieurs séries de brochures qui seraient un peu l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui les tracts ou les libelles, qui ont été réactualisés par des maisons d'édition. Des textes courts de 8-10 pages, notamment où le roi Beaulieu, finalement, n'étant pas lui-même membre de la Chambre des députés, va interpeller Jaurès dans son journal, mais aussi par ses brochures pour tenter de contrer les arguments socialistes. C'est en résumé un intellectuel de combat qui s'assume comme tel, je le cite, en 1894, dans une brochure qu'il a publiée en faisant traduire un pamphlet allemand. « Nous aussi, nous combattons le socialisme sous toutes ses formes, à toutes les doses où l'on prétend l'insinuer dans les veines des sociétés modernes. » Et on peut dire qu'il a été d'une très grande constance dans cet effort. Donc, comment occupe-t-il, deuxièmement, la chaire au Collège de France et quelles sont les modalités de la réfutation savante du marxisme que le roi Beaulieu propose? Lorsqu'il est élu en 1880, il a déjà enseigné une année, il bat notamment quelqu'un très proche, puis il bat Frédéric Passy, avec lequel Michel Chevalier avait fondé la Ligue pour la paix et la liberté, qu'il devance avec 22 voix contre 10, et il a notamment le soutien d'Émile Levasseur, qui joue sans doute beaucoup dans l'élection. Et les autres candidats étaient eux aussi tous plus ou moins membres soit de la Société d'économie politique, et certains vont d'ailleurs se retrouver souvent à l'Académie des sciences morales et politiques. Si on prend le programme des cours et séminaires de Leroy-Beaulieu sur les 36 années durant lesquelles il a occupé la chaire, on voit revenir de manière très régulière et circulaire des thématiques qu'il va défricher, puis reprendre et redévelopper, ce qui notamment correspond à la structure de ses publications, parce que Leroy-Beaulieu est l'homme de 5, 6 ou 7 grands livres qui étaient très connus à l'époque, le traité de la science des finances, l'État moderne et ses fonctions, l'essai sur la répartition des richesses, un livre sur le collectivisme, et ces livres faisaient l'objet de constantes rééditions. Et souvent, son cours était l'occasion, en fait, de réactualiser des recherches qu'il avait parfois menées 30 ans auparavant, pour les actualiser. C'est le cas du livre donc, qui nous intéresse de prime abord, c'est le livre sur le collectivisme, qui est un des cours qu'il consacre au Collège de France très très tôt. Donc il prend à bras-le-corps cette question des pensées collectivistes, socialistes. Il va les étudier par exemple au début des années 1880. Vers 1894, 95, 96, c'est le moment où beaucoup de députés socialistes ont été élus à la Chambre, donc il y a évidemment une actualité et une grande inquiétude. Et puis, à la veille de la Première Guerre mondiale, et au tout début de la Première Guerre mondiale, il revient encore sur le sujet du collectivisme. Il fait de même sur la question de la répartition des richesses, je vais y revenir dans un instant. Il traite des questions liées au crédit, aux finances, et puis au-delà de la colonisation, qu'il aborde bien sûr, mais qu'il avait déjà défriché dans les années 1870, un des thèmes qui va de plus en plus l'intéresser, c'est celui de la population, et plus précisément de la dépopulation, puisque dans les années 1910 notamment, le roi Beaulieu il prendra la tête d'un mouvement alertant sur le risque de la dénatalité et de la dépopulation de la France à cette époque-là. On peut dire que le livre fondateur de ses études sur la question du socialisme ou du collectivisme est celui qu'il publie dès 1882, l'essai sur la répartition des richesses. Et quand le roi Beaulieu a dû suppléer son beau-père, qui était souffrant et malade, et donc qui allait s'éteindre peu de temps après, il a choisi, de but en blanc, de traiter cette question de la répartition des richesses. Son idée fondamentale, c'est de démentir les jugements catastrophistes de Marx, des socialistes ou autres, selon lesquels il y aurait une tendance au creusement des inégalités. Donc le roi Beaulieu, au début de sa carrière, il est encore assez jeune, veut au contraire, en reprenant aussi certaines des idées qu'on pouvait trouver chez Tocqueville, sur la tendance au contraire à l'égalisation des conditions, il veut montrer qu'aucune donnée, aucune information chiffrée précise ne permet d'accréditer cette idée d'inégalité galopante et croissante, mais qu'au contraire, il y aurait des tendances inscrites dans la logique du fonctionnement de l'économie et du capitalisme qui permettraient en réalité d'améliorer le sort de tous, et en particulier des classes populaires, des classes ouvrières. Il y consacre 500 pages, essai de réfutation. Et pour ce faire, il est obligé également, et c'est là où la discussion avec Marx est intéressante, c'est qu'il est obligé en même temps de prendre ses distances avec les analyses pessimistes d'un certain nombre de représentants de l'école classique de l'économie politique depuis la fin du XIXe siècle,
en particulier Malthus, Ricardo et John Stuart Mill. C'est-à-dire qu'il voit et il perçoit le fait que, notamment autour du thème de la loi des rendements décroissants, ou du déséquilibre entre ressources et population, Marx a lui-même hérité d'une partie des raisonnements de l'école classique du début du XIXe siècle. Et donc pour critiquer et pour prendre ses distances avec Marx, Leroy-Beaulieu éprouve le besoin dans cet ouvrage en même temps de dénoncer, de critiquer le pessimisme de l'analyse économique qui était celle de figures comme Malthus ou Ricardo. Notamment, il n'aura de cesse, donc là c'est un peu contre-intuitif, mais il n'aura de cesse de critiquer l'idée de Ricardo sur la loi des rendements décroissants, baisse de la productivité marginale des terres, au nom d'une idée très simple qui permet de comprendre la cohérence de sa pensée, au nom de la colonisation. C'est-à-dire que Paul Leroy-Beaulieu se projette dans un espace qui n'est pas fini, c'est un espace infini, ouvert, et il n'aura de cesse de défendre l'expansion coloniale comme une manière justement de lutter contre cette fatalité de la loi des rendements décroissants, parce que d'autres sources de profit, d'enrichissement, selon lui, seraient accessibles au capitalisme européen dans d'autres parties du monde. Donc l'argument économique dans la justification de la colonisation est central dans l'argumentation de Paul Leroy-Beaulieu. Alors je l'ai dit en introduction, son rapport à Marx est un rapport à la fois de reconnaissance de la qualité du travail de Marx. On peut dire que ce serait uniquement pour des marques de reconnaissance, mais il est obligé d'entrer précisément dans son livre « Le collectivisme », dans le détail de l'argumentation, et il va très tôt identifier le fait que le cœur, si vous voulez, pour lui, de la doctrine collectiviste, c'est la théorie de la plus-value, et donc il consacre de longs chapitres dans l'essai sur le collectivisme à la doctrine de la plus-value pour essayer de montrer comment subvertir et comment dénoncer un certain nombre, pour lui, de sophismes ou d'erreurs de jugement de Marx. La question de la propriété est centrale. Il reconnaît, par exemple, il est prêt à admettre la thèse de Marx selon laquelle toute propriété a pour origine première un vol ou une confiscation, mais il lui oppose un principe qu'il appelle un principe de prescription, c'est-à-dire que même si le point de départ est celui d'une confiscation, il revient sur les origines médiévales de la propriété privée, avec le temps, en réalité, il faut concevoir que la propriété gagne ses titres de noblesse, sa légalité, qu'elle se transmet, qu'elle croît, qu'elle s'accumule, et pour lui, il n'est pas nécessaire de critiquer, on ne peut pas critiquer les fondements de la propriété privée au nom d'un argument historique qui arguerait de ses origines illicites à ce moment-là. Sur la plus-value, l'analyse de Leroy-Beaulieu est assez longue aussi. Il oppose au raisonnement de Marx ce qu'il appelle une théorie plus humaine de la plus-value. Pour lui, il n'y a pas de caractère mécanique ou logique à ce que le capitaliste s'approprie une part indue de la plus-value. Cela dépend en réalité, d'après lui, des caractères intrinsèques, personnels du capitaliste lui-même, c'est-à-dire que la variable humaine intervient dans le rapport de production et il essaye de justifier, de légitimer la plus-value par le degré d'inventivité, d'innovation ou d'esprit d'initiative du capitalisme lui-même. Je le cite ici, l'industriel doit être un perpétuel chercheur, c'est un poursuivant, un traqueur d'amélioration. À ce prix seulement, il fera grande fortune. Donc il essaye de se distinguer, de prendre ses distances par rapport à l'analyse plus matérialiste de Marx et remettre la question des qualités personnelles du capitaliste dans sa compréhension du phénomène économique. On pourrait dire aussi en termes anachroniques qu'il défend l'idée du ruissellement. Il s'oppose à Marx avec cette idée que le bénéfice du progrès industriel et de ce qu'on n'appelle pas encore la croissance ne profite pas seulement aux propriétaires des moyens de production, mais produit des bienfaits pour l'ensemble de la population. Et c'est aussi à ce titre-là qu'il défend la concurrence comme ce qui permet d'abaisser les prix et donc notamment de faciliter l'accès à la consommation. Dans un troisième temps de cette présentation, et dans le temps qui me reste, j'insisterai sur le fait qu'au-delà de sa critique de Marx, constante, récurrente, Leroy-Beaulieu est lui-même en fait l'incarnation d'une partie des transformations du capitalisme de l'époque. Et on peut dire qu'à son corps défendant, si on poussait le bouchon un peu loin, il illustre aussi une partie des dynamiques historiques du capitalisme que Marx et d'autres marxistes avaient identifiées à la fin du XIXe siècle. Il est d'abord un homme qui est au carrefour de multiples sphères. C'est ce qui fait sa réputation à l'époque. C'est-à-dire que Paul Leroy-Beaulieu aujourd'hui est une figure très largement invisible dans tout manuel d'économie et même des manuels
d'histoire de l'économie. Il n'a pas c'est pas du même ordre que Jean-Baptiste Say, par exemple, ou de figures comme telles. Il n'y a pas de théorème de Leroy-Beaulieu. Ça a été un brillant commentateur, observateur de son époque, un intellectuel de combat engagé, mais il est surtout, finalement, il était connu à l'époque par sa capacité à connecter des milieux différents et être en même temps, avoir un pied ici au Collège de France et un pied à la bourse, un pied dans le capitalisme d'affaires, et à être aussi membre de nombreux conseils d'administration qui donc présidaient aux transformations du capitalisme français de l'époque. Donc d'abord, c'est lui-même un homme d'affaires avisé, c'est mentionné souvent, et qui s'est fait connaître par ses publications. L'économiste français, c'est d'abord lu par les milieux financiers, en fait. C'est pas tant un journal d'idées qu'un journal de réflexion sur la manière de placer son argent. Un des livres très connus de Leroy-Beaulieu, c'est pas un livre qu'il a prononcé au Collège de France, c'est un livre qui est publié en 1907 qui s'appelle « L'art de placer et gérer sa fortune ». C'est-à-dire que Leroy-Beaulieu, il est en même temps celui qui ici discourait sur les collectivistes, et puis celui qui, pour la place parisienne, allait publier des ouvrages expliquant qu'il fallait diversifier son portefeuille, placer dans les colonies, où étaient les bonnes affaires, les affaires juteuses, comment on pouvait réduire le risque de ces placements financiers. Il est l'homme d'un moment qui est vraiment un essor du capitalisme financier français, notamment un moment où l'épargne est extrêmement abondante en France, comme elle l'est en Angleterre, ce qui va nourrir justement aussi une expansion par l'épargne et une expansion impérialiste et colonialiste sous la forme de colonialisme formel ou informel à l'époque. Deuxième élément, donc, c'est aussi chez Leroy-Beaulieu, on trouve vraiment de manière très nette ce lien entre capitalisme financier et colonisation. C'est ce qui va être au cœur des analyses de Hobson, de Hilferding, de Rosa Luxembourg et de Lénine, du côté des marxistes au début du XXe siècle. Et on peut dire que le pendant, c'est que Leroy-Beaulieu lui-même, en fait, a livré les clés d'analyse pour comprendre cette dynamique, du point de vue discursif. Parce qu'après, évidemment, il y a des travaux pour essayer de comprendre si véritablement les placements qui étaient faits dans les colonies étaient ou non juteux et rentables pour les épargnants, les investisseurs, les colonialistes français, britanniques ou autres. Dans son ouvrage de 1874, il explique que l'intérêt de la colonisation pour la France républicaine n'est pas tant dans l'émigration des populations, des personnes, que véritablement dans l'émigration des capitaux. Donc cette idée qu'il faut trouver de nouveaux débouchés et lutter contre cette fatalité des rendements décroissants de l'argent, des rendements de l'épargne. Et donc toute sa vie, Leroy-Beaulieu a vraiment conçu l'expansion coloniale comme finalement la possibilité de penser le développement capitalisme dans un monde infini, avec toutes les conséquences que ça avait et bien sûr les violences, les formes d'occupation et les affrontements militaires aussi qui ont eu lieu à cette époque-là. Je le cite dans son livre de la colonisation, dans une édition des années 1880. Un capitaliste d'Europe, et par ce mot nous n'entendons pas seulement un banquier, mais toute personne faisant des économies, un modeste employé, un paysan, un ouvrier, une vieille fille ou une veuve, peuvent, sans quitter le coin de leur foyer, sans avoir de grandes connaissances en géographie, travailler puissamment à la colonisation, à l'exploitation du globe. Collecter les petites épargnes pour assouvir le désir d'expansion des grands groupes aussi économiques et financiers et plus largement de l'économie française de l'époque. D'ailleurs, c'est salué à la fin de sa vie, l'administrateur du Collège de France, Maurice Croiset, dans sa nécrologie, souligne à quel point la question de la colonisation avait paru, je le cite, capitale pour le développement de notre vitalité aux yeux de Paul Leroy-Beaulieu tout au long de sa vie. On peut dire aussi que Leroy-Beaulieu, en termes de colonisation, n'était pas seulement un théoricien, c'était un praticien, c'est mentionné à de nombreuses reprises. Il avait investi dans des propriétés viticoles et agricoles en Tunisie, dans le protectorat de Tunisie, avec une autre grande figure de la mouvance libérale de l'époque, Georges Picot, et également investi dans des usines de phosphate à Gafsa, en Tunisie. Il a publié plusieurs ouvrages, brochures, notamment essayant de plaider pour le développement des chemins de fer transsahariens, tout un ensemble de causes économiques, de projets pour lesquels il s'était engagé, faisant miroiter à la fois les conséquences politiques, géopolitiques, mais aussi économiques et financières que cela pouvait engendrer. Il est, en résumé, une des figures de ce que l'historien David Todd a appelé l'impérialisme de velours, c'est-à-dire l'impérialisme et la colonisation ne sont pas évoqués en termes d'occupation, de conquête ou de violence, qu'elle était à l'époque, mais bien en termes d'expansion, parfois présentée comme bienveillante des capitaux, de l'épargne, et qui pourrait donc surtout sauver la dynamique interne du capitalisme. Dernier point,
on peut dire qu'il y a une contradiction qu'on repère à travers le temps dans la manière dont Paul Leroy-Beaulieu entretient son rapport à Marx. Comme je l'ai dit dans son essai sur la répartition des richesses, il veut démontrer que les socialistes crient au loup, mais qu'en réalité, le cours de l'histoire conduit à une égalisation des conditions. Ce qui a été, de manière, si vous regardez les livres de Thomas Piketty, dans son livre de 2001 sur les grandes fortunes françaises, les hauts revenus en France, Piketty a une très très longue discussion avec Paul Leroy-Beaulieu. Il dit mais comment pouvait-il écrire telle chose alors même qu'il écrivait au moment où jamais les inégalités de revenus et de patrimoine n'ont été aussi élevées en Europe et en France. Alors, comment pouvait-on dire cette chose-là à ce moment-là alors même que les inégalités étaient extrêmement élevées? Si on prend Leroy-Beaulieu à la fin de sa vie et dans d'autres publications et ouvrages, il affirme en même temps sa conviction que ce n'est pas l'égalité qui doit guider les sociétés, mais c'est bien l'inégalité, le désir, le besoin d'inégalité comme source de création, comme source de richesse. Il en fait donc l'apologie de l'inégalité et de la concurrence et cite alors davantage Spencer que Marx, et très clairement dans plusieurs ouvrages, en expliquant, et donc il se place en porte-à-faux par rapport à son analyse de 1882, que toute entreprise de création naît d'une volonté de supériorité. Je le cite ici dans une brochure donc, davantage militante de 1894, Où mène le socialisme. La tendance à la supériorité est le grand moteur du genre humain. Sauf les saints et les ascètes, admirables, mais infinitésimale minorité, tous les efforts sont suscités et soutenus dans l'ordre intellectuel comme dans l'ordre industriel par le désir de supériorité. Supériorité de fortune, supériorité de situation, supériorité de réputation, supériorité de considération. Cet instinct de l'inégalité est si puissant chez l'homme que malgré toutes les entraves, socialistes, collectivistes ou autres, où toute monnaie dans une société où tous les instruments de travail appartiendraient à l'État, le capital privé ne tarderait pas à réapparaître. Donc il y a une logique anthropologique, intrinsèque pour Paul Leroy-Beaulieu à ce que la concurrence, l'inégalité reprennent le dessus et s'affirme comme le moteur de l'histoire. Donc on voit que là, évidemment, lui aussi une vision de l'histoire et qui est beaucoup plus spencerienne, évidemment, que marxiste à cette époque-là. Ce qui explique aussi, mais là, j'y reviens pas, j'ai pas le temps, à quel point la question de la dépopulation, d'une sorte de décadence, sa pensée devient... ça a été souligné, c'est-à-dire qu'il commence vraiment comme un libéral optimiste dans le contexte des années 1860-1870, et dans les années 1900-1910, est plus proche d'un pessimisme à la fois donc, sur les questions de dépopulation, sur les questions de concurrence internationale, et lui-même, qui en fait avait toute sa vie, par exemple, milité pour le libre-échangisme, donc se retrouve plongé dans un monde de plus en plus protectionniste, qui était issu de cette mouvance pacifiste libérale, est heurté de plein fouet par la Grande Guerre, comme tout le monde, mais notamment parce qu'il perd son fils. Ce qui sera pour lui, voilà, évidemment comme pour d'autres, mais un traumatisme très fort pendant la Grande Guerre. Et donc cette question du libéralisme internationaliste confronté au retour du patriotisme et au choc de la guerre, évidemment, montre aussi les difficultés et les tensions de cette trajectoire. Je conclus. Paul Leroy-Beaulieu a été une figure de proue de l'anticollectivisme dans ces années-là, et à la suite de Michel Chevalier, donc a occupé cette chaire. Et il y a nécessairement eu des effets profonds, on pourrait dire, sur la constitution aussi du savoir économique et de la discipline économique en France. On pourrait dire que pendant ces 36 ans d'occupation de la chaire, Leroy-Beaulieu a très peu fait place au courant innovant, créatif en économie de la fin du XIXe siècle. Il a consacré une leçon à Alfred Marshall, donc indirectement à la question du marginalisme à la fin des années 1890, mais les auteurs qu'il commente sont très régulièrement les mêmes. Il discute beaucoup Proudhon aussi, mais on y trouve très peu des courants qui en réalité irriguent la professionnalisation de la science économique à la fin du XIXe siècle. Il a été plutôt actif du côté notamment du journalisme, des académies, aussi de la mobilisation sociale et économique, et ça indique également la manière dont on pouvait concevoir ce qu'était un économiste dans la France de la fin du XIXe siècle, avec des définitions divergentes, contradictoires selon les lieux, notamment entre, en l'occurrence ici, le Collège de France, l'université, puis après la montée en puissance qu'on verra des ingénieurs économistes, des économistes plutôt fonctionnaires qui apparaîtront au XXe siècle. En résumé, et pour conclure, Leroy-Beaulieu est un homme du XIXe siècle qui a en même temps vu le monde qu'il défendait être soumis à rude épreuve, s'effondrer. C'est un libre-échangiste qui, dès la fin des années 1870,
observe le tournant protectionniste de l'Europe et du monde. Il était critique de toute forme d'intervention étatique et a vu monter en puissance les formes d'intervention sociale, les politiques de redistribution. C'était un des grands adversaires de la création de la progressivité de l'impôt au début du XXe siècle. Et puis, évidemment aussi, le rêve libéral, pacifiste, s'est effondré avec le choc des nationalismes au début du XXe siècle. Et donc, comme une butte témoin d'un libéralisme qui s'inscrit dans les héritages de Tocqueville, de Guizot, et qui a occupé cette position jusqu'à la Première Guerre mondiale. Évidemment, l'entre-deux-guerres, avec l'élection de Charles Gide et d'autres figures, ouvrira à d'autres approches aussi en termes d'économie politique dans les années qui suivent. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup de nous avoir rappelé l'importance de Paul Leroy-Beaulieu pour cette période. Alors moi, je le connais par Proust. Hein. Il est présent dans la recherche du temps perdu, avec ce que Proust appelle son profil assyrien. Alors on ne sait pas très bien si c'est Paul ou Anatole, parce que Proust a connu les deux à Sciences Po, et il était beaucoup plus proche d'Anatole. Les grands livres d'Anatole, Leroy-Beaulieu, contre l'anticléricalisme, l'antisémitisme et l'antiprotestantisme, c'est la philosophie de Proust. Il est de ce que Proust appelle le grand parti libéral conservateur intelligent. Bon, je ne sais pas quel est l'adjectif qui compte le plus, libéral, conservateur ou intelligent, mais c'est bien ce que ça représente. Hein. C'est le prolongement de l'orléanisme dans la République athénienne. C'est la République, ce que Gambetta appelait la République athénienne. C'est ça, c'est républicain tardif, mais qui représente bien ce moment de la Troisième République. Alors je ne sais pas, je me demande, j'imagine que Leroy-Beaulieu, dans l'économiste français, a dû être méfiant à l'égard du Panama. Enfin, il y a eu parce que ces gens-là étaient assez vigilants sur ce type d'investissement dangereux. Je suppose que comme son frère, il a dû signer l'appel à l'union au moment de l'affaire Dreyfus, donc celui qui était au-dessus des partis, où était le grand parti libéral, conservateur, intelligent. Donc voilà les positions que ça représente, Paul Leroy-Beaulieu. Oui, je n'ai pas regardé précisément pour ça, mais c'est vrai que dans une des continuités, c'est tout à fait dans la lignée de l'orléanisme, libéral assurément, conservateur oui, parce que c'est aussi la transformation de l'histoire, donc ils se retrouvent de plus en plus conservateurs, et il y a une radicalisation, une polarisation nettement forte, parce qu'il y a l'apparition de nouveaux courants, l'élection des députés socialistes, la structuration de cette mouvance les alerte encore plus, donc radicalise aussi les formes de l'opposition. Le terme d'intelligence, il revendique cette intelligence, c'est-à-dire qu'il y a un élitisme très puissant. Dans les nécrologies ou les biographies de Leroy-Beaulieu, souvent on mentionne qu'il était partisan du gouvernement représentatif. Ce qui est une façon de ne pas dire qu'il n'était pas partisan du régime démocratique en tant que tel. C'est-à-dire que ce sont une partie de ces libéraux qui se sont convertis, résignés. Mais Leroy-Beaulieu, il y a une méfiance toujours très forte vis-à-vis des hommes politiques, des députés, ceux qui dépensent. L'étatisme et le fonctionnarisme, c'est la sainte alliance des socialistes, des ouvriers, enfin de ceux qui prétendent parler au nom des ouvriers mais qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, des fonctionnaires, c'est-à-dire que ceux qui débutent, parce qu'il y a déjà une analyse pré-choix public en fait chez les libéraux de l'époque, c'est-à-dire que les fonctionnaires entretiennent le fonctionnarisme, donc s'ils veulent prélever des impôts, c'est uniquement pour s'enrichir, donc il y a la critique du parasitisme derrière. Et puis il y a les hommes politiques, cette idée que la Chambre des députés, heureusement il y a le Sénat quand même. Le Sénat a été créé pour ça, et c'est notamment Léon Sey qui joue un rôle important pour que le verrou du Sénat tienne, cette idée qu'il y a une médiocrité du personnel politique, en fait, que le personnel politique, lui, a servi à ses électeurs, et donc il y a un antidémocratisme quand même qui reste fortement chevillé au corps, et qu'on voit
retransparaître dans un certain nombre d'analyses. Quand la position de Leroy Beaulieu sur la question sociale, il identifie très tôt le fait que la question sociale est un des grands enjeux de l'époque. C'est ce qui peut paraître quand même une forme de pensée magique, c'est-à-dire que la question sociale se résoudra d'elle-même, puisque c'est dans la logique du capitalisme de répandre ses bienfaits vis-à-vis de l'ensemble de la population par des mécanismes de baisse des prix, et pour lui, les gains de productivité sont répartis sur l'ensemble de la population. Ce qui est une position qui tient, par exemple, à la fin des années 1870, et que, en fait, beaucoup des gens qui écrivent avec lui, qui pensent avec lui, vont aussi abandonner parce que, en fait, les paramètres politiques, sociaux, intellectuels vont fortement bouger entre 1880 et 1916. De toute façon, Leroy Beaulieu est un de ceux qui a le moins bougé. C'est ça qui est assez étonnant. Et quand on regarde, et pour ça que j'ai regardé de près les enseignements au Collège de France, on a l'impression que ça ne bouge pas. Et sur 36 ans, c'est quand même c'est extrêmement long. Et c'est aussi, donc j'ai cherché un peu les résumés. C'était une époque où on n'avait pas besoin d'envoyer des résumés de ses cours. C'est-à-dire que souvent, Leroy Beaulieu transmet uniquement un intitulé d'un cours qu'il a pu déjà professer 6 ou 7 années auparavant, mais qu'il va actualiser parce que, en même temps, sur les collectivistes et les socialistes, il actualise sa bibliothèque parce qu'une certaine façon, les manifestations de ce qu'il dénonce ne cessent de croître, de se multiplier et de se diversifier.